Salam alaikum. On continue toujours notre cours sur les cordes vibrantes. Alors aujourd'hui, on va traiter le cas d'une corde amortie forcée. Et on va dériver l'équation d'onde correspondante. Alors pour cela, voilà, on a une corde vibrante de masse linéique toujours mu, soumise à une tension T0, si sous l'effet d'une force de frottement de type visqueux, comme on l'a déjà mentionné auparavant, avec cette force de frottement qui est proportionnelle à la vitesse transversale d'oscillation. Mais aujourd'hui, on va ajouter une force extérieure F de x de t, qui n'est autre que une force par unité de longueur. Et on va voir qu'est-ce que cela veut dire. Alors bien sûr, les forces, comme je vous ai montré la fois passée, voilà, on a une partie de la corde delta x, voilà, qui s'étend entre x et x plus delta x. Elle est maintenant soumise à 4 forces, 2 forces de part et d'autre correspondant à la tension qu'applique cette partie de la corde sur la tranche qu'on a considérée. Tx, c'est la tension qu'applique cette partie de la corde sur la même tranche. En plus, on a une force de frottement à laquelle est soumise cette tranche. Elle est bien sûr dans le sens contraire de mouvement. En plus, il y a une force extérieure appliquée sur cette tranche de la corde de longueur delta x. Voilà, on a 4 forces. Voilà. C'est pour ça, en appliquant la loi de la dynamique, on a dm, la dérivée deuxième de y par rapport au temps, égale à la force de frottement, voilà, avec bêta et le coefficient de frottement par unité de longueur. Pour ça, on a écrit bêta delta x. Bien sûr, la force, la tension à gauche, la tension à droite et la force extérieure appliquée sur la tranche de la corde delta x. C'est pour ça qu'on a une force par unité de longueur, F de x de t. C'est-à-dire on suppose que la force extérieure, elle est en fonction de x, elle est en fonction aussi de temps, dans le cas général. Voilà. Alors, bien sûr, comme on a déjà vu la fois passée, je rappelle ici le traitement qu'on a fait pour les tensions. Alors, moins t, bien sûr, on a fait la projection sur y, on a tx sinus θ x. Alors θ x, ce sont des angles et on a considéré que ces angles sont très très petits. Voilà. C'est pour cela on les a remplacés par les dérivés de y par rapport à x. Ce sont les pentes, bien sûr, avec t0, c'est la tension à l'équilibre. Alors, en remplaçant cette équation-là dans l'expression celle-là, on va trouver que, voilà, ça s'écrit de cette manière-là, bien sûr. Alors, on divise de part et d'autre par delta x, voilà. Ça saute ici, ça saute ici, ça saute ici. Et on divise par delta x, ce qui donne ici la dérivée deuxième de y par rapport à x. Voilà. Et voilà, c'est ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire lorsque delta x tend vers 0, on aura cette expression qui devient la dérivée deuxième de y par rapport à x. Et en fin de compte, on aura mu, la dérivée deuxième de y par rapport au temps, égale à moins bêta, la dérivée de y par rapport au temps. Voilà, c'est la vitesse transversale. Plus t0, la dérivée deuxième de y x de t par rapport à x. Plus la force par unité d'espace, de longueur. Voilà, la force extérieure. Voilà. Alors bien sûr, en divisant les deux membres de l'équation par mu, on aura cette expression-là. Bien sûr, on a remplacé bêta sur mu par un paramètre 1 sur taux, ce qu'on appelle un taux, c'est un temps caractéristique. Et bien sûr, T0 sur mu, c'est la vitesse de propagation
d'une onde sur une corde libre, voilà, sans amortissement, et 1 sur mu f x de t. Voilà, c'est l'expression de l'équation d'onde pour une corde. Bien sûr, elle est parfaitement flexible, mais elle est amortie et forcée. Voilà. Bien sûr, avec la tension, elle est constante. Voilà. Car on peut avoir des cordes où la tension n'est pas constante. Elle dépend de x. Voilà, finalement, l'équation d'onde pour une corde amortie forcée s'écrit sous cette forme-là. On a remplacé bêta sur mu par 1 sur tau. On a dit que c'est un temps caractéristique. Et v au carré égale à t0 sur mu. Voilà. Alors, on commence l'application de cette équation d'onde sur des cas simples. Alors, on va commencer par le cas d'une corde non amortie, forcée semi-infinie. C'est-à-dire elle s'étend de 0 à l'infini. Bien sûr, la corde est soumise à une force par unité de longueur F0 de t égale à F0 cosinus oméga t. Voilà, c'est-à-dire la force, elle s'applique en x égale à 0 verticalement, voilà, verticalement, et elle est égale à F0 cosinus oméga t. C'est-à-dire on impose à cette extrémité de la corde en x égale à 0 d'osciller avec une certaine fréquence de pulsation oméga. Et on va voir qu'est-ce que cela donne. Alors, bien sûr, dans ce cas, comme on l'a déjà fait, on va utiliser la notation complexe. Elle est c'est une manière très utile de traiter ces cas-là. Eh bien, on va, au lieu d'utiliser F0 cosinus oméga t, on va utiliser F0 exponentielle j oméga de t. Et on a déjà la relation entre ces deux grandeurs, c'est que F0 de t est la partie réelle de f tilde 0 de t. Alors l'équation d'onde en x égale à 0 s'écrit, voilà, on va revenir à l'équation ici. Alors on a la corde qui n'est pas amortie, ce terme-là saute. Il nous reste ce terme, la dérivée deuxième par rapport au temps, la dérivée deuxième par rapport à x, et f de x de t, puisque la corde est soumise à une force extérieure. Et on va voir, voilà, on remplace x par 0, on aura la dérivée deuxième par rapport au temps, moins la dérivée deuxième de y0 de t par rapport à x, égale 1 sur mu f tilde 0 de t égale à f0 sur mu exponentielle g oméga de t, où on a remplacé la force extérieure par son expression. Alors, maintenant, on va proposer une solution d'une onde progressive sinusoïdale sur la base de nos expériences sur la corde. C'est que on a déjà vu que la fois passée, si on va agiter l'extrémité en x égale à 0 de la corde, il va y avoir une onde progressive, puisque on a supposé que la corde est semi-infinie, c'est-à-dire il n'y a pas de réflexion, d'onde réfléchie. Voilà, c'est pour ça on va proposer cette solution à cette équation. Bien sûr, en remplaçant la solution pour x égale à 0 dans l'équation d'onde ci-dessus, alors on va remplacer x par 0. On remplace ici, on aura moins oméga au carré a exponentielle j oméga de t, plus, puisque je dérive deux fois k, ça va me donner moins, avec ce moins là, ça donne plus, v au carré k au carré a exponentielle j oméga de t égale à f0 sur mu exponentielle g oméga de t. Voilà. Alors l'équation ci-dessus donne, puisque l'exponentielle j oméga de t, ça saute des deux côtés, alors on aura, voilà, v au carré k au carré moins oméga au carré a égale à f0 sur mu. Mais on sait déjà que v au carré k au carré égale à oméga au carré, c'est la relation de dispersion d'une corde libre, c'est-à-dire non amortie. Voilà. C'est pour ça ce terme-là va s'annuler et on tombe sur
F0 égale à 0. Alors que nous, on a supposé que F0 n'est pas nul. Voilà. Alors il y a une contradiction avec nos données. Voilà. Ce qui est contraire à la supposition que F0 est différent de 0. Alors, où est le problème ici? Eh bien, il faut comprendre que f de x de t, voilà, j'ai fait exprès ce traitement-là pour mettre en exergue la définition exacte de f de x de t, c'est-à-dire la force par unité de longueur. Alors, f de x de t qu'on retrouve dans l'équation d'onde de la corde, f de x de t. Alors, quelle est sa définition exacte? Eh bien, f de x de t représente la force par unité de longueur appliquée sur un élément dx de la corde. Alors, un élément dx a une extension, c'est-à-dire il commence en 0 et se termine en dx. Voilà la signification physique de f de x de t. Cela veut dire que F0 de t est la force appliquée sur l'élément dx de masse, c'est-à-dire cet élément a une masse mu dx. Et dans l'extrémité à gauche est en x égale à 0. Voilà, c'est ça la définition. Or que la force F de t égale à F0 exponentielle j oméga de t qu'on vient d'appliquer est appliquée en x égale à 0, mais pas sur un élément dx. C'est-à-dire elle est appliquée juste au point x. Il n'y a pas d'extension de l'élément sur lequel la force est appliquée. Eh bien, la force F de t sera considérée juste comme une condition aux limites pour l'équation d'onde qui s'écrit sous cette forme. C'est-à-dire, on va supposer que la corde, elle n'est pas forcée. Et la force qu'on applique en x égale à 0, on va la considérer juste comme une condition aux limites. Voilà. Et ça va résoudre notre problème. Voilà. J'espère que vous avez saisi la différence entre les deux forces. Il y a une force par unité de longueur, f de x de t, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est d'appliquer une force au point x égale à 0 sans extension sur l'élément d dx. C'est pour ça qu'on va la considérer juste comme une condition aux limites et on va prendre non pas cette équation-là, voilà, avec le f de x, mais on va prendre juste tout simplement l'équation d'onde d'une corde non amortie, non forcée, avec une force qui est considérée comme une condition aux limites. Alors, on va proposer la solution suivante, y de x de t en notation complexe égale à a tilde, c'est une amplitude complexe, exponentielle g oméga de t moins kx, avec bien sûr oméga c'est la pulsation, k c'est le nombre d'ondes. Alors la force appliquée en x, pas de masse concentrée en x, est à même d'apporter un équilibre à la composante verticale de la tension T0 sinus θ. C'est-à-dire ici, on va trouver l'expression mathématique de cette condition aux limites, c'est-à-dire en x égale à 0, on applique une force F de t. Alors, c'est quoi la tâche de cette force? Eh bien, c'est d'apporter un équilibre à la composante verticale de la tension T0 sinus θ. Voilà. Je reviens à cette figure. Eh bien, vous avez la force extérieure. Voilà. Il y a la tension appliquée en x égale à 0 par la corde sur le point 0. Eh bien, c'est-à-dire l'équilibre, on aura la force appliquée en x égale à 0 verticalement, elle doit faire la balance avec la composante verticale de t. Ah, bien sûr, on a pris ici l'angle θ. C'est la partie, ou bien la composante verticale de t et t sinus θ. C'est pour ça
en x égale à 0, la force appliquée sur la corde doit faire l'équilibre avec la composante suivant y de t, c'est-à-dire t sinus θ. C'est ça la condition aux limites en x égale à 0. Voilà. C'est pour ça, pour de petits angles, f de t doit être égal à moins t sinus θ. Bien sûr, on divise par cosinus θ, on multiplie par cosinus θ, on aura moins t cosinus θ, tangent θ. Alors, pour une certaine approximation, on va prendre t cosinus θ égale à, c'est-à-dire la composante plutôt horizontale de t, c'est t cosinus θ, on va prendre t0, c'est-à-dire à l'équilibre. Bien sûr, la tangente de θ, c'est la dérivée de y par rapport à x en x égale à 0. Voilà. C'est la tangente de la corde en x égale à 0. Voilà. Pour ça, on aura cette expression f de t égale à moins t0, la dérivée de y par rapport à x en x égale à 0. Alors, puisque on a proposer la solution a exponentielle j oméga de t moins kx, sa dérivée par rapport à x donne moins jk a exponentielle j oméga de t, et on remplace x par 0, c'est pour ça on aura cette expression là, moins jk exponentielle j oméga de t, il y a un t qui manque ici, voilà, ce qui donne. Voilà, alors il y a un t qui manque, mais vous pouvez voir que ça donne f0 exponentielle. D'un côté, on a la force f0 exponentielle j oméga de t. De l'autre côté, avec le moins ici, on aura jt0k a exponentielle j oméga de t. Bien sûr, ça donne f0 égale à jt0k a. A, c'est l'amplitude complexe de l'onde. Bien sûr, A égale à F0 sur J T0K. Et bien, la solution, on va remplacer A par son expression dans l'expression de Y, et on aura la solution YX de T égale à F0 sur J T0K exponentielle oméga de T moins KX avec la relation de dispersion pour une corde non amortie, c'est oméga égale à K fois V, avec V la vitesse de propagation. Voilà. Alors, on peut calculer à partir de Y, on peut calculer la vitesse transversale d'oscillation de la corde, qui n'est autre que la dérivée de Y par rapport à T, voilà Y point. Alors, je dérive, c'est simple, je dirais par rapport à t, j'aurai j oméga, alors le g avec le j saute, le oméga avec le k, ça donne le v, et j'aurai cette expression là, voilà, oméga sur k égale à v, mais bien sûr v égale à racine carrée de t0 sur mu, et bien v sur t0, ça donne racine de mu t0 dans le dénominateur. Alors vous pouvez reconnaître ici ce qu'on appelle l'impédance caractéristique de la corde. Voilà, c'est racine de mu t t0. Et bien y, la vitesse, égale à f0, racine carrée de l'impédance caractéristique fois exponentielle j oméga de t moins kx. Maintenant, on peut calculer ce qu'on appelle l'impédance d'entrée en x égale à 0, qui est donnée par l'expression z en point 0, c'est-à-dire en x égale à 0, ce qu'on appelle l'impédance mécanique d'entrée, égale la force appliquée en x égale à 0 sur la vitesse du point x égale à 0. Voilà. Qui n'est autre que, alors en remplaçant f de t par f0 exponentielle j oméga de t, on remplace la dérivée par son expression ici, et on tombe sur racine carrée de mu t0. Rappelez-vous, on a mis égal à zc, impédance caractéristique de la corde. Cette impédance ne dépend pas des
de la force ni de oméga. Elle dépend seulement des caractéristiques de la corde. C'est pour ça on l'appelle impédance caractéristique de la corde. Voilà. Alors l'impédance mécanique d'entrée est réelle. La charge mécanique offerte par la corde est purement résistive. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Une corde infinie fait propager l'énergie loin de la source qui l'a créée. C'est pour ça qu'on a une impédance mécanique d'entrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas retour de l'énergie créée en x égale à 0 vers la source qui a créé cette puissance. C'est-à-dire le système va absorber toute l'énergie qu'on lui a fournie. Voilà, c'est pour ça l'impédance ici est purement résistive. Voilà. C'est un résultat très très important. Voilà. Maintenant, on va avant de passer à un autre cas, alors on va calculer ce qu'on appelle la puissance instantanée mise sur la corde par la force extérieure. C'est-à-dire il y a un excitateur qui fait agiter l'extrémité en x égale à 0. Il va faire propager le long de la corde une certaine puissance. Alors la puissance en x égale à 0, c'est-à-dire fournie au système en x égale à 0, égale à bien sûr la force fois la vitesse. C'est un résultat bien connu. Bien sûr ici on va utiliser la notation réelle, on revient à la notation réelle. Alors f de t c'est f0 cosinus oméga de t et la dérivée y.0 de t, bien sûr on a trouvé cette expression là. Je vous rappelle la partie, c'est-à-dire la notation complexe, on a f0 sur mu racine de mu t0, et bien voilà, on aura f0 au carré sur l'impédance caractéristique bien sûr de la corde, ou bien l'impédance d'entrée, cosinus oméga au carré, oméga t, c'est l'impédance, la puissance instantanée fournie à la corde, voilà, par l'excitateur. Bien sûr, on a intérêt à calculer ce qu'on appelle la puissance moyenne. Voilà. Alors la puissance moyenne, c'est l'intégrale 1 sur t, l'intégrale de la puissance P0 de t entre 0 et t, c'est-à-dire entre périodes. Bien sûr, avec t égale à 2pi sur oméga. Alors F0, Z, je remplace P0 de t par son expression là. Voilà. Bien sûr, F0, Z0, ça, on va les faire sortir de l'intégrale. Bien sûr, on a déjà l'intégrale de 0 à t cosinus oméga sur t dt égale à t sur 2. C'est pour ça, le t, ça saute et on se retrouve avec un demi ici. Alors F0 sur 2Z0. Alors je multiplie par Z0, je divise par Z0. 1 sur 2 Z, c'est-à-dire l'impédance d'entrée, fois F0 sur Z0 au carré, qui est égal, alors on remplace F0 Z0 par U0, qui est l'amplitude de la vitesse transversale. Voilà. Vous avez y point de t égale à F0 sur Z0, qu'on appelle U0. Voilà, changement de notation. Et bien, la puissance moyenne est égale à 1 demi l'impédance caractéristique ou bien l'impédance d'entrée de la corde fois le carré de l'amplitude de la vitesse en x égale à 0. Voilà, c'est un résultat très important qui nous donne une idée sur la puissance transportée par la corde et qui ne reviendra pas, voilà, à la source. Elle est absorbée totalement par le système. Voilà. Maintenant, on va passer à un cas important. Voilà, un deuxième cas. C'est le cas d'une corde non amortie forcée. Alors, pour l'instant, on va étudier les cas des cordes non amorties, parce qu'il y a de la physique qui va nous donner des informations sur le comportement des cordes. Après, on va voir les cas des cordes amorties. On a déjà fait un cas
dans la vidéo précédente. Mais pour le cas forcé, on va commencer par des cordes non amorties. Et c'est-à-dire dans le milieu francophone, c'est ce qu'on appelle l'expérience de Melde. Voilà. Alors, c'est quoi l'expérience de Melde? Voilà, une corde non amortie de longueur L de masse linéaire mu soumise à une tension T0 aussi sous l'effet d'une force appliquée à son extrémité x égale à 0. Bien sûr, la force, on va prendre juste la force F0 cosinus oméga t, voilà, sinusoïdale. Alors, vous avez une corde ici, vous avez l'extrémité x égale à L qui est fixe. L'excitateur est attaché au point x égale à 0 et qui donne une force, pour l'instant c'est une force sinusoïdale, F0 cosinus oméga t. Voilà. Alors dans ce cas, l'équation d'onde s'écrit sous cette forme. Bien sûr, dans le cas d'une corde non amortie, ce terme-là va sauter. Et on aura, on propose, c'est pour ça, voilà, on aura la force, l'équation d'onde habituelle d'une corde non amortie, non forcée, mais avec une force, voilà, qui est considérée comme une condition aux limites. Voilà, il n'y a pas de trace de la force extérieure. Voilà. Alors, d'après le traitement qu'on a fait précédemment, on a une onde incidente qui va se déplacer dans le sens des x croissants. Alors, au point x égale à L, il va y avoir une onde réfléchie, c'est-à-dire l'onde qui existe sur la corde est la superposition de deux ondes progressives de même oméga, de même k, mais l'une dans ce sens, l'autre dans le sens contraire, bien sûr avec des amplitudes qui ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, c'est pour ça on va proposer cette solution. Alors la solution de l'onde incidente, c'est pour ça on a mis I, amplitude complexe, exponentielle j oméga de t moins kx, puisque c'est dans le sens des x croissants, AR exponentielle j oméga de t plus kx. Alors c'est l'onde réfléchie, voilà, avec une amplitude AR qui n'est pas forcément égale à AI, avec la même pulsation oméga, le même k puisqu'on n'a pas changé de milieu, mais avec un signe plus parce que c'est dans le sens des x décroissants. Voilà. Alors, avec les conditions aux limites suivantes, voilà, c'est le plus important dans le traitement de ce cas-là, c'est qu'on doit donner les conditions aux limites suivantes. Alors, la chose la plus évidente, c'est que en x égale à L, le déplacement est tout le temps nul. Voilà. En x égale à 0, on a f de t, c'est-à-dire il y a un équilibre qui va se produire entre la force qu'on applique sur la corde et la force qu'applique la corde sur le point x égale à 0, qui est donné par cette expression, bien sûr, moins t0, la dérivée de y par rapport à x, en x égale à 0. Et bien, on va appliquer ces conditions aux limites à la solution proposée, et on va voir qu'est-ce que cela donne. Alors, l'application de la première condition donne, voilà, c'est f d'un côté, on a f0 exponentielle j oméga de t. De l'autre côté, on va dériver y par rapport à x. On aura, voilà, moins jkx ai exponentielle plus jk ar exponentielle j oméga de t plus kx. Voilà, avec le exponentiel. Voilà, et on remplace x par 0. Voilà, on aura cette expression-là. Bien sûr, les exponentielles j oméga de t sautent. Et on aura f0 égale à g de k fois t0 ai moins ar. Voilà, étoile, on appelle cette équation. Maintenant, pour la deuxième condition qui est que la y en L égale à 0. Pour ça, on va remplacer x par L et on aura cette expression-là. Alors la combinaison entre les deux équations permet de trouver, c'est un calcul un peu long mais c'est simple, voilà,
et ben vous aurez les expressions des amplitudes. C'est simple. AI égale à F0 exponentielle JKL sur 2JKT0 cosinus KL, et AR égale à moins F0 exponentielle moins JKL sur 2JKT0 cosinus KL. Ce qui permet d'écrire, alors on va remplacer les AI et les AR dans l'expression de Y, on aura cette expression-là, égale à F0 sur 2JKT0 cosinus KL exponentielle J oméga moins KX moins L moins F0 2JKT0 cosinus KL exponentielle. Bien sûr, on peut réarranger cette expression pour, bien sûr, on va faire sortir un facteur commun ici, F0 sur KT0 cosinus KL. On va réécrire moins KX moins L comme moins KL, voilà, moins plus KL moins X, voilà, pour avoir cette expression, voilà. Bien sûr, exponentielle J oméga de t, on va sortir comme facteur commun. Mais cette expression-là, vous devez la reconnaître, c'est le sinus de KL moins X. Voilà. Pour ça, finalement, on trouve Y de X de t égale à F0 sur K. Voilà. Voilà. Le sinus et le cosinus KL, et on aura un facteur F0 sur KT T0. Voilà. Finalement, on trouve Y de X de T égale à F0 sur KT0 sinus KL moins X cosinus sur cosinus KL exponentielle J oméga de T. Bien sûr, si on veut avoir l'expression réelle, c'est le cosinus oméga de T. Le Y, c'est la partie réelle de y tilde de x de t, et ça va, l'exponentielle devient cosinus oméga t. Voilà. Alors, ceci est l'expression d'une onde stationnaire, superposition de deux ondes progressives, pour laquelle l'amplitude d'oscillation dépend de la position x sur la corde. Alors, c'est ça, l'indice qui nous permet de dire que cette expression y de tilde représente une onde stationnaire. C'est que les amplitudes d'oscillation dépendent de x. Voilà. Parce que dans une onde progressive, tous les points sur la corde ont la même amplitude. C'est-à-dire l'amplitude ne dépend pas de la position. Voilà, c'est une manière très exacte pour faire la différence entre une onde stationnaire et une onde progressive. Alors, vous pouvez voir ici que une onde stationnaire, c'est la superposition de deux ondes, une onde incidente et une onde réfléchie avec les amplitudes. Vous voyez que les amplitudes sont les mêmes. Voilà, les amplitudes sont les mêmes. Voilà. Avec la même oméga, le même K. Voilà. Laquelle amplitude aussi dépend de la position sur la X sur la corde. C'est une onde stationnaire. Alors, on a l'amplitude ici qui dépend de X. Alors, vous pouvez voir que le Y de X de T, c'est-à-dire l'amplitude, elle est nulle si le sinus KL moins X est nul. C'est-à-dire que sinus, c'est ce qu'on appelle les nœuds. Voilà, les nœuds qui sont fixes. Voilà. Sinus KL moins X égale à 0, c'est que le KL moins X égale à N pi. Avec N qui va de 0 jusqu'à KL sur pi. Alors comment peut-on trouver cette limite KL sur pi? Pourquoi ce n'est pas jusqu'à l'infini? Eh bien, je vous donne la réponse. Alors en fait, on a x qui est inclus entre 0 et L. C'est-à-dire que KL moins x égale à NP donne x égale à L moins NP sur K. Voilà, de cette expression, on tire le x. Mais, comme on a dit que x est
comprise entre 0 et L, c'est que on remplace n par, plutôt x par son expression là, L moins npi sur k, voilà, inférieur ou égal à L. Alors je rajoute un moins L des deux côtés. Alors on va avoir moins L ici, moins L avec plus L, ça va donner 0, c'est-à-dire ça donne moins npi sur k, et n, moins L plus L, c'est 0. C'est-à-dire que pour éliminer les signes moins, je multiplie par plus et j'inverse les plus c'est-à-dire super égal à 0 devient inférieur égal à 0. Voilà, on aura L supérieur égal à npi sur k supérieur à 0. C'est-à-dire que le n est inférieur ou égal à KL sur pi. C'est ce qu'on a trouvé ici. Voilà. Pour ça, il y aura un nombre fini de modes de vibration. Voilà, on va voir ça plus tard. Mais c'est le résultat qu'on a trouvé. C'est-à-dire le n ne peut pas être supérieur à KL sur pi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Les positions des nœuds sont données par xn égale à L moins n lambda sur 2. Voilà. L égale à x égale à L moins n pi sur k. Mais rappelez-vous que k, le nombre d'ondes, égale à 2 pi sur lambda. Alors le pi saute avec le pi. Le lambda va être dans le numérateur et on aura les positions des nœuds dans le cas, dans ce cas-là, on aura xn égale à n moins n lambda sur 2. Voilà. Avec n doit être inférieur ou égal à 2 pi l sur lambda pi. Voilà. Avec le pi qui saute, égal à 2l sur lambda. Avec lambda, bien sûr, on va utiliser la relation de dispersion, lambda qui est égale à 2 pi sur k. Mais avec oméga égale à v, c'est-à-dire la vitesse de propagation, fois k. C'est pour ça le lambda égale à racine carrée de t0 sur mu, 2 pi sur oméga. C'est-à-dire le n ici dépend, voilà, le n ici dépend de oméga. Parce que nous, ce qu'on peut changer, c'est le oméga. Parce que c'est nous qui avons imposer la valeur de oméga, c'est-à-dire la force extérieure. C'est selon la valeur de oméga qu'on impose au système que le nombre n va prendre certaines valeurs. Voilà, c'est très important. Alors, vous avez ici une figure qui vous montre, c'est-à-dire les vibrations de la corde. C'est quelque chose de sinusoïdal, c'est un mode de vibration. Bien sûr, on vous montre ici l'évolution dans le temps de la corde. Voilà, elle est par exemple un temps donné ici sur cette position, elle va descendre, elle passe par l'équilibre, elle va atteindre le maximum, un maximum dans le sens des x, des y négatifs, puis elle revient. Voilà, c'est un mouvement éternel. Voilà, tant que F0 est appliqué, F, c'est-à-dire la force. Et vous avez ici le déplacement du point x égale à 0. Voilà. Alors vous avez ce qu'on appelle les nœuds, les points où le déplacement est nul tout le temps. Vous avez les anti-nœuds, ce qu'on appelle les ventres. Voilà, c'est les maximum, c'est-à-dire le déplacement maximal. Il y a là la longueur d'onde lambda entre, voilà, les nœuds, les deux, trois nœuds. Voilà, il y a un nœud au milieu et la corde, elle est de longueur L. Voilà. Alors remarquez que la position de l'excitateur, c'est-à-dire x égale à 0 par rapport au premier nœud, voilà, ce premier nœud dépend de la fréquence oméga. Voilà. Alors pourquoi? Si L est un multiple entier de lambda sur 2, le point X est lui-même un nœud. Voilà. Si vous avez
le L qui est un multiple entier de lambda sur 2. Lambda sur 2, c'est voilà, c'est un fuseau, c'est entre deux nœuds consécutifs. Et bien si L est un multiple entier de lambda sur 2, le point X égale à 0 est lui-même un nœud. C'est-à-dire si vous avez L égale à n lambda sur 2, vous avez avec lambda, on a remplacé lambda par son expression, n égale à racine carrée de t0 sur mu, pi sur oméga. Alors pour que x soit un nœud d'oscillation, on doit appliquer une pulsation égale à, voilà. C'est ça là le résultat le plus important, parce que on a le T0, on connaît T0, mu, on connaît la masse linéaire de la corde, on connaît sa longueur, et bien pour que le nœud, c'est-à-dire le point x égale à 0 est un nœud d'oscillation, c'est-à-dire il n'y a pas d'oscillation au point x égale à 0. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'oscillation dans le nœud, c'est-à-dire en x égale à 0, ça ne veut pas dire que les autres points sur la corde sont aussi des nœuds. Non, c'est-à-dire c'est que juste au point x égale à 0, l'oscillation, elle est nulle. Alors, pour avoir cette situation, on doit appliquer une pulsation oméga qui est égale à un multiple de la racine carrée de t0 mu pi sur L. Voilà. Alors maintenant, si L est un multiple impair de pi sur 4, le point X est lui-même une ventre antinote. En anglais, on l'appelle antinote, maximum d'oscillation. Il n'y a pas de ici. C'est-à-dire si vous avez le L qui est un multiple impair de lambda sur 4. Alors lambda sur 4, c'est la moitié d'un fuseau, c'est de là à là. Voilà. Et bien si vous avez cette condition, le nœud ici, c'est-à-dire le point x égale à 0 où on a mis l'excitateur, devrait être un ventre, c'est-à-dire un point où l'oscillation et l'amplitude d'oscillation est maximale. Voilà. Voilà. C'est pour ça on doit avoir un multiple entier mais impair. Voilà. L égale à 2n plus 1, parce que si on a un multiple pair, on tombe sur le lambda sur 2. Voilà. 2n plus 1 lambda sur 4. Alors, si on veut avoir par exemple le point d'excitation avec une amplitude maximale, c'est-à-dire un ventre, il faut que oméga soit égal à 2n plus 1 racine carrée de t0 mu pi sur 2n. Alors dans ce cas-là, on aura un point d'excitation qui correspond à un ventre, une amplitude maximale d'oscillation. Voilà. Alors le dénominateur de l'amplitude d'oscillation, voilà, le dénominateur, c'est-à-dire cosinus KL, devient nul pour des pulsations d'excitation oméga telles que, voilà, cosinus KL égale à 0. C'est-à-dire que KL doit être égal à 2n plus 1 pi sur 2, un nombre entier mais impair, avec n égale à 0, 1, 2, 3, pour que cette valeur-là égale à 0. Alors si la valeur, celle-là, égale à 0, on aura KL égale à 2n plus pi sur 2. Avec la relation de dispersion oméga égale à V fois K, on obtient oméga sur V, bien sûr on remplace K par oméga sur VL égale à 2n plus 1 pi sur 2, ou encore oméga n, alors on a rajouté n parce qu'il y a l'indice n ici, oméga n égale à 2n plus 1 V fois pi sur 2L. Alors ce sont ce qu'on appelle les pulsations de résonance. Pourquoi? Parce que le cosinus KL égale à 0, et bien l'amplitude tend vers l'infini. Voilà, c'est un cas idéal. Voilà, c'est un cas idéal puisqu'il n'y a pas d'amortissement. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Mais pour le cas d'une corde non amortie, pour cosinus KL égale à 0, l'amplitude devient infinie pour des pulsations oméga n égale à 2n plus 1 V fois pi sur 2n, ce qu'on appelle les pulsations de résonance.
Alors on dit, la corde oscillera à la résonance, c'est-à-dire amplitude maximale, lorsque la pulsation d'excitation oméga est égale à l'une des pulsations oméga n. C'est-à-dire on a le V, on peut calculer le V, c'est racine carrée de T0 sur mu. On a le L, et bien on va choisir des fréquences pour l'excitateur oméga égale à l'une de ces pulsations. Dans ce cas-là, on aura la corde qui oscillera dans la résonance, c'est-à-dire des amplitudes maximales. Voilà. Alors les amplitudes d'oscillation infinie prédites par la relation ci-dessus à la résonance ne peuvent pas avoir lieu, car dans la réalité, voilà, les angles de déviation de la corde par rapport à l'équilibre ne sont pas petits. Voilà, c'est que pour dériver l'équation d'onde, on a supposé que les angles sont petits. Voilà. Pour ça, on a remplacé les t sinus θ par la dérivée de y par rapport à x. Voilà. La tension n'est pas homogène le long de la corde. Voilà, dans la réalité, il n'y a pas une homogénéité parfaite sur la corde. Les effets d'amortissement ne sont pas négligés. Par exemple, c'est-à-dire on fait notre expérience de meld dans l'air, c'est-à-dire il y a toujours les forces de frottement autour de la corde. Et enfin, la corde n'est pas parfaitement flexible. Voilà, c'est ce qui nous a permis de trouver l'expression de l'onde, l'équation d'onde simple. Voilà. Alors, remarquons qu'à la pulsation de résonance, le point x0 est un ventre. Voilà. C'est-à-dire, je vous rappelle que pour l'expression de oméga n égale à 2n plus 1 v sur 2l, et bien pour voilà, vous avez oméga égale à 2n plus 1 racine carrée de t0 mu sur mu, et ce qu'on appelle, c'est-à-dire le x égale à 0, et correspond à un ventre. Voilà. C'est-à-dire pour le cas de la résonance, dans la résonance, le point d'excitateur est un ventre. Voilà. Dans ce cas, la vitesse transversale en x égale à 0, c'est-à-dire, voilà, c'est la dérivée, c'est pas le déplacement, est aussi large que possible. Voilà. Remarquons qu'à la pulsation de résonance, voilà, le point excitateur est un ventre. Voilà, c'est le même résultat. D'autre part, les pulsations pour lesquelles l'amplitude d'oscillation est minimum, voilà. Alors on a trouvé que de cas extrêmes, c'est-à-dire le cosinus KL égale à 0, ça donne la résonance. Maintenant pour le cas où le cosinus KL égale à plus ou moins 1, le KL égale à NP, avec bien sûr n égale à 1, 2, 3, ou encore, en remplaçant K par oméga sur V, la relation de dispersion, on aura oméga n égale à n pi V sur L avec n égale à 1, 2, 3. Alors, on dit que les pulsations oméga n égale à n pi V sur L sont appelées des pulsations d'antirésonance. Alors, pour le cas, alors cosinus KL égale à 0, on a la résonance. Pour cosinus KL égale à plus ou moins 1, voilà, les oméga n sont appelés des pulsations d'anti-résonance, c'est-à-dire c'est un minimum d'amplitude. Voilà, c'est un minimum de la corde aussi avec un minimum d'amplitude. Selon l'expression de l'amplitude d'oscillation pour KL égale à plus ou moins 1, on aura, alors on remplace cosinus, voilà, rappelez-vous ici, on remplace cosinus KL par plus ou moins 1, voilà, on aura y égale à plus ou moins f0 k t0 sinus kl moins x exponentielle j oméga de t. Voilà. Alors bien sûr, le k, je remplace k par oméga sur v. Voilà. Avec exponentielle. Les amplitudes d'oscillation minimale décroît avec oméga. Voilà. Dans ce cas-là, si on augmente la valeur de oméga, et bien l'amplitude diminue. Voilà. L'amplitude diminue. Pour KL égale à NP, le déplacement en X égale à 0 est nul, puisque si on remplace X ici, on aura sinus KL,
mais dans ce cas-là, KL égale à NP, avec sinus NP égale à 0, et bien on aura un déplacement en x égale à 0 qui est nul. Avec bien sûr, la vitesse, elle est bien évidemment nulle. En réalité, la présence de dissipation fait en sorte que la vitesse n'est pas nulle, bien qu'elle soit petite. Voilà, ici on donne le cas idéal. Mais dans la réalité, le point où en x égale à 0, il y a un déplacement et bien sûr il y a une vitesse d'oscillation verticale. Voilà, il faut faire attention. Alors l'impédance d'entrée en x égale à 0 est donnée par, voilà, on vient de calculer l'impédance d'entrée, voilà, VE, ZE, c'est bien sûr l'expression de l'impédance, c'est f de t en x égale à 0 sur la vitesse transversale de la corde en x égale à 0. Bien sûr, je remplace f0 exponentielle g de t, c'est-à-dire la force, sur la dérivée de y, dans le cas général. Alors il faut faire attention, je vais vous donner l'expression, voilà, je donne l'expression de y de t. Maintenant si je dérive y tilde par rapport à t, j'aurai j oméga, voilà, toute cette expression. Voilà, on multiplie par cette expression, c'est pour ça. Et bien sûr, je prends x égale à 0, puisque c'est l'impédance d'entrée en x égale à 0. C'est pour ça on aura l'impédance, voilà, j oméga, sinus KL, alors le x est mis égal à 0. On aura sinus KL sur cosinus KL exponentielle j oméga de t. Alors l'exponentielle j oméga de t, avec ça saute, le f0 saute avec f0. Le oméga sur k c'est v, voilà. Bien sûr avec v sur t0, bien sûr v c'est racine carrée de t0 sur mu, voilà. Et on aura G, voilà, dans le dénominateur il y a un moins ici, égale à moins J, l'impédance d'entrée égale à moins J, racine carrée de mu T0, cotangente, puisqu'il y a le cosinus sur le sinus, cotangente KL, voilà. Bien sûr, le racine carrée de mu T0, c'est l'impédance caractéristique ZC. Et bien, dans ce cas-là, l'impédance mécanique d'entrée est purement réactive. La corde non amortie, avec une extension finie, n'absorbe aucune puissance, car il n'y a pas moyen pour cette puissance de quitter le système. Voilà, c'est un résultat très important. Il n'y a pas d'absorption de la puissance fournie par F de t, puisqu'il n'y a pas d'amortissement, c'est-à-dire il n'y a pas de puissance perdue dans la nature, mais aussi il y a la corde qui est finie, c'est-à-dire que la puissance incidente qui est fournie à la corde, elle va revenir vers l'excitateur à travers l'onde réfléchie. C'est pour ça l'impédance d'entrée, elle est réactive. Il n'y a pas une partie résistive qui indique une quelconque dissipation du système. Voilà, dans le système plutôt. Alors, c'est pour ça l'impédance, elle est purement plutôt réactive. Alors, pour cosinus KL égale à 0, cotangente, c'est-à-dire on va voir les cas extrêmes. Pour cotangente KL égale à 0, bien sûr, puisque cosinus, le cotangente c'est le cosinus sur le sinus, et bien cosinus KL doit être nul, voilà, et ça correspond à une impédance d'entrée nulle, et l'amplitude d'oscillation est maximum. C'est ce qu'on a trouvé auparavant, c'est lorsque le cosinus KL, c'est-à-dire le dénominateur est nul, on aura une amplitude maximale. C'est la résonance. C'est pour ça qu'on dit que la résonance a lieu lorsque l'impédance d'entrée est nulle. Alors, le deuxième cas extrême, c'est lorsque cotangente KL est infini, c'est que le sinus KL doit être nul, voilà, et l'impédance d'entrée est infinie, et l'amplitude d'oscillation sur la corde est minimum. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'antirésonance, avec le déplacement en x égale à 0 égale à
égale à 0. Voilà, ce sont là deux cas extraits. Maintenant, pour de très faibles pulsations, oméga égale à tend vers 0, on aura le KL qui est égal à oméga sur VL qui tend vers 0. Voilà, c'est-à-dire le KL tend vers 0. Alors pour le cotangente KL tend vers 0, cotangente KL ou le KL tend vers 0, on a le cosinus KL dans le dénominateur, on va le remplacer par 1. Le sinus KL dans le numérateur, on va le remplacer par 1. Dans le dénominateur, le sinus KL va être remplacé par KL et on aura cette expression moins J racine carrée de mu T0 sur KL. Bien sûr, on va remplacer le K par oméga sur V et après un calcul simple, on aura le Z, l'impédance d'entrée pour de faibles pulsations qui s'écrit sous cette forme, moins J T0 sur oméga L. Dans ce cas, l'impédance d'entrée en X égale à 0 de la corde est équivalente à l'impédance d'entrée d'un ressort de constante de raideur K égale à T0 sur L. Rappelez-vous le cas d'un système amorti forcé, masse ressort, voilà, avec une force extérieure et un amortissement. Et bien, vous trouvez que l'impédance pour le ressort, c'est moins JK sur oméga. Voilà, on retrouve cette expression-là, l'équivalence entre l'impédance d'entrée d'une corde et l'impédance d'entrée d'un ressort de constante de raideur T0 sur L. Merci.